Ça commence par une requête anodine. Puis viennent les copies, les justificatifs, les tampons, les demandes de précision, les mails imprimés. Et à la fin, on se retrouve devant un bureau où aucune décision n'est prise. De la couleur et de la taille des bananes à l'organisation du système de santé, chaque détail de notre vie semble normé, documenté et contrôlé. Forcément, on serait tenté de se dire « à bas la bureaucratie ». This is the chainsaw for bureaucracy. Ne serait-ce pas merveilleux? Conclure des affaires par une poignée de main sans batailler avec l'administration, comme autrefois. Mais en fait, était-ce vraiment le cas? Si on en croit Astérix et Obélix, la bureaucratie rendait déjà les gens fous à l'époque de Jules César. Wir wollen weiter nichts als den Passierschein A38. Ce ne sont pourtant pas les anciens Romains qui ont inventé la bureaucratie, comme l'archéologue Barbara Elving nous l'explique. La bureaucratie est bien plus ancienne. C'est ce que révèle une collection de tablettes vieilles d'environ 5000 ans. De la paperasse. Faites d'argile. Ces tablettes en argile figurent parmi les plus anciennes au monde. Dans la région qu'on a appelée Mésopotamie, les humains se sont regroupés en communautés qui vivaient ensemble dans un même lieu. Celui-ci s'est ensuite agrandi et est devenu de plus en plus désordonné. Plus la communauté est vaste, plus la répartition du travail est compliquée. Il y a les forgerons, les agriculteurs, les bergers. L'un a besoin de cuivre, l'autre de terre, le dernier de céréales. Très vite, les accords verbaux ne suffisent plus. Les localités s'agrandissent au point que les habitants ne se connaissent plus forcément. La ville a donc besoin d'un lieu central où tout converge, le temple. Les prêtres y gèrent les tâches, collectent et distribuent les biens. Le temple devient ainsi la première administration de l'histoire de l'humanité. Prêtresses et prêtres deviennent les premiers fonctionnaires. Pour garder une vue d'ensemble, ils inventent la comptabilité. Ils utilisent des jetons, de petits objets symboliques qui représentent les quantités de marchandises. Ça, c'est un mouton. Pour chaque mouton recensé, un jeton est placé dans une boule d'argile. La boule est fermée, scellée et fixée à l'endroit où se trouvent les marchandises. Par exemple, à la porte de la bergerie. Rien de plus simple, en somme. Avec le temps, les boules se transforment en tablettes, sur lesquelles des symboles sont désormais inscrits. Ici, on reconnaît ceux qui représentent des moutons et des amphores, ainsi que 4 marques coniques. On imagine donc qu'il y ait écrit 40 moutons et 40 amphores. C'est comme un tableur. Le tableau Excel de l'Antiquité. Les pictogrammes sont simplifiés pour donner naissance à l'écriture cunéiforme. Les tablettes ne servent plus seulement à compter, mais aussi à raconter des histoires. De nombreux événements sont dès lors consignés par écrit, comme les transferts de terres, les actes de vente ou encore les contrats entre différentes parties. Voilà comment débute l'histoire de la paperasse. Et quand il n'y a ni argile ni papier, on grave dans la pierre, on sculpte dans le bois, on écrit sur des os ou on note sur du bambou. Les Incas gèrent même leur empire sans aucune écriture. Ils comptent à l'aide de nœuds colorés appelés quipu, qui représentent des chiffres et des marchandises. Organiser une société est une chose, mais pour qu'elle fonctionne durablement, il faut des règles contraignantes pour tous. C'est pourquoi le code d'Hammurabi est créé en Mésopotamie il y a environ 4000 ans. Ce recueil de lois comprend des sanctions en cas de violation des règles. Le principe sur lequel il repose est simple. Si quelqu'un fait quelque chose de précis, il en découle une conséquence prédéfinie. Les lois sont gravées dans la pierre ou pressées dans l'argile, comme ici. C'est une tablette connue sous le nom de miroir des femmes. Elle traite notamment des droits matrimoniaux et patrimoniaux. Si un citoyen veut répudier sa femme, il en a le droit. Mais il doit pour cela prononcer une formule précise. Il peut ensuite lui donner de l'argent ou pas.
Dans le second cas, ce n'est pas vraiment avantageux pour la femme. Mais aussi strictes les règles soient-elles, au moins la bureaucratie est prévisible. Ce qui est important, c'est que la bureaucratie n'est pas juste agaçante. Elle est aussi synonyme de sécurité, et ce pour tout le monde. En ce sens, elle fait partie intégrante de la vie en communauté. Et le fait de vivre ensemble selon certaines règles constitue, à mon avis, un progrès considérable. La bureaucratie peut donc protéger les communautés du chaos. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle devient incontrôlable? C'est ce que montre la plus grande administration prémoderne, la Chine. On y était obsédé par la microgestion, jusque dans les foyers. Le sinologue Roel Sturks voit la bureaucratie dans la Chine ancienne comme un système qui veut tout contrôler. Les fonctionnaires locaux devaient rendre des comptes extrêmement détaillés, par exemple sur le nombre de trous de rats qu'il y avait dans les greniers, et qui étaient susceptibles d'expliquer les pertes de réserves de céréales. Environ 200 ans avant notre ère, la Chine est unifiée. Aux quatre coins de cet immense empire, les fonctionnaires assurent une administration très stricte. On imagine aisément que les fonctionnaires de la Chine prémoderne en aient parfois eu assez également. Ras-le-bol du bambou. Eh oui, la bureaucratie peut être barbante quel que soit le support, pas seulement sur le papier. Ce sont des bandes de bambou. Elles étaient très répandues. Il y en avait partout, et par milliers. Les gens écrivaient sur les lamelles. On suppose qu'une fois rédigés, ces textes étaient enroulés comme ceci. Et c'est ainsi qu'on transmettait des dossiers. C'est un rouleau. Et en chinois moderne, ce mot désigne toujours un chapitre dans un livre. La bureaucratie chinoise de l'époque est donc un vrai mastodonte constitué de bambou, mais aussi de fonctionnaires. Elle est maintenue par une hiérarchie stricte, dans laquelle chaque fonction est clairement définie. La hiérarchie est un concept très intéressant en Chine. On considère comme positif que les gens présentent des différences de rang, de prestige et de réputation, et qu'ils aient des tâches et des devoirs, car c'est ce qui garantit le bon fonctionnement d'un État. Au 7e siècle, la Chine introduit les examens de la fonction publique. L'idée vient d'un personnage bien connu du nom de Confucius. Pour lui, ce sont l'éducation et le savoir qui doivent déterminer le rang, et non les origines. Imaginons que je passe ces examens de la fonction publique en Chine ancienne. Déjà, je ne serais pas installé dans un endroit aussi agréable que celui-ci, mais enfermé pendant plusieurs jours dans une petite pièce. Je ne serais même pas autorisé à sortir pour aller aux toilettes. Je devrais faire mes besoins dans la salle d'examen. Politique, philosophie, poésie, les épreuves couvrent quasiment tous les domaines. On sait que des candidats ont triché pendant les examens. Certains ont recopié des passages des classiques sur leur chemise qui étaient dissimulés sous leur robe. Des centaines de milliers de personnes passent cet examen chaque année. La pression est considérable, tout comme la promesse d'une vie meilleure dès lors que l'on obtient un diplôme comme celui-ci. Lors d'une visite au temple, un candidat aurait eu une apparition. Un fantôme unijambiste se serait adressé à lui et lui aurait promis « Si tu deviens fonctionnaire, tu auras une femme. » Les avantages liés à la participation au concours font partie intégrante de cette culture de l'examen. Mais ces examens assurent-ils vraiment que seuls les meilleurs candidats intègrent la fonction publique? L'idée, c'était que les fonctionnaires soient des arbitres moraux. C'était censé être leur rôle officiel. Dans la pratique, ça pouvait être très différent. Les fonctionnaires étaient parfois incompétents. Ils géraient mal la politique locale et ne rendaient pas compte de ce qui se passait à leur supérieur hiérarchique.
et ce pour toutes sortes de raisons. L'histoire chinoise compte de nombreux fonctionnaires qui sont loin d'avoir le sens du devoir. L'un d'eux s'appelle Wang Mang. 9 ans après le début de notre ère, il devient le tuteur du tout jeune empereur, mais au lieu de le conseiller, il le destitue sans autre forme de procès et se proclame empereur. Autre exemple, celui d'un fonctionnaire impérial nommé He Shen. Pendant la dynastie Qing, au XVIIIe siècle, il profite de sa position de bras droit de l'empereur pour s'enrichir sans vergogne. Il amasse une telle fortune que des révoltes éclatent. La bureaucratie parfaite reste donc une utopie, même en Chine. La bureaucratie est-elle exempte de jugement de valeur? Bien sûr que non. Par définition, la bureaucratie reflète l'idéologie que les dirigeants veulent diffuser auprès de ceux qui les servent. Il ne fait aucun doute que certains fonctionnaires peuvent abuser de la bureaucratie. Mais que se passe-t-il quand des organisations ou des États entiers le font? En 1612, la Compagnie britannique des Indes orientales atteint le sous-continent indien, d'abord en tant que société commerciale. Mais la concurrence, les pirates et les souverains locaux menacent ce commerce lucratif. Pour protéger ses comptoirs et étendre son pouvoir, la compagnie commence à déployer ses propres troupes. Elle finit par contrôler une grande partie de l'Inde et la gouverne d'une main de fer. Dès qu'on commence à dire « je ne suis pas le roi, seulement le gouverneur », on doit mettre en place un système à travers lequel on impose son pouvoir. La Compagnie des Indes orientales développe un appareil administratif tentaculaire. Pour l'historienne Bhavani Raman, le stylo et le papier deviennent alors des outils de domination. La bureaucratie et l'écriture sont synonymes de pouvoir, et l'organisation de la bureaucratie est essentielle pour l'État colonial. L'un ne va pas sans l'autre. Avant l'arrivée des Britanniques, l'Inde est depuis des millénaires une mosaïque d'empires et de puissances régionales aux structures administratives diverses. À cette époque, les procédures administratives évoluaient autour de plusieurs langues et sur des supports d'écriture différents. Mais la Compagnie des Indes orientales souhaite mettre en place une bureaucratie uniforme d'après le modèle britannique. Tout est réglementé, contrôlé et minutieusement documenté. La compagnie s'immisce ainsi profondément dans la vie des gens et transforme progressivement la société indienne. Ça saute aux yeux quand on observe la manière dont les Britanniques ont recensé les castes et créé les règles relatives à la propriété foncière. La bureaucratie britannique exerce une influence décisive sur ces deux domaines. Elle s'attaque d'abord à la propriété et à la terre. Le gouvernement colonial, en particulier sous la Compagnie des Indes orientales, opérait une distinction très claire entre les propriétaires fonciers et les autres. Jusque-là, aucun document officiel n'est nécessaire en Inde. La propriété est une connaissance commune. Chacun dans le village sait à qui appartient chaque champ, mais cela est rarement consigné par écrit. De nombreuses terres, comme les berges des rivières, sont également utilisées collectivement, même si elles appartiennent officiellement à quelqu'un. La Compagnie des Indes orientales veut changer tout ça. La terre devait devenir quelque chose qu'on pouvait acheter, vendre et taxer. Les Britanniques commencent donc à répartir officiellement les terres. Mais ce faisant, ils ignorent la réalité complexe de la vie locale. Résultat, les castes supérieures en profitent, les castes inférieures sont évincées. Le système des castes indiens lui-même n'est pas épargné. Pour la première fois, la bureaucratie coloniale fixe par écrit l'appartenance de chacun à une caste. Les Britanniques ont procédé à des recensements afin d'estimer la répartition des différentes castes au sein de la population. Et c'est sur cette base qu'ils ont commencé à gouverner notre société. Pour certains historiens, c'est à ce moment-là que le système des castes s'est rigidifié. Soudain, c'était votre caste qui déterminait comment vous étiez représenté dans le recensement. Les Britanniques réduisent des structures sociales complexes à des catégories administratives rigides et déclarent que les inégalités sociales sont une tradition. Les castes déterminent désormais les fonctions, les privilèges et l'accès aux ressources. Cela aggrave les anciennes injustices et en crée de nouvelles. En 1871, les Britanniques introduisent le Criminal Tribes Act, un ensemble de lois qui criminalisent les personnes de différentes ethnies dès leur naissance.
Cela leur a permis d'arrêter, d'emprisonner ou de rééduquer arbitrairement certains groupes de personnes, notamment ces soi-disant tribus criminelles. L'histoire montre que bon nombre de ces pratiques administratives remontent à l'Empire britannique, et l'Inde a été l'un des laboratoires où elles ont été mises au point. Jusqu'à leur abolition en 1952, 13 millions de personnes ont été affectées par les lois sur les tribus criminelles et se sont retrouvées de facto, sans droit et à la merci de l'État. En Inde, la bureaucratie devient ainsi un instrument de violence, une sorte de modèle pour les systèmes du XXe siècle. Les principes qui y sont testés font rapidement des émules. Sous le régime nazi, la bureaucratie devient une machine à persécuter, exproprier et exterminer. Les gens sont réduits à des numéros. Ils sont enregistrés, privés de leurs droits, déportés, assassinés. Même après la Shoah, la bureaucratie reste un outil d'oppression. En 1950, le Population Registration Act, en Afrique du Sud, répartit les personnes en catégories sociales selon la couleur de leur peau. L'administration devient le fondement de l'apartheid et marque la vie des gens pendant des décennies. Même les démocraties empêchent encore aujourd'hui certaines personnes de participer à la vie sociale par le biais d'obstacles bureaucratiques. Ceux qui échouent à cause de formulaires, de délais ou de documents manquants perdent souvent leurs droits, leur voix et l'accès à des services élémentaires. Alors les détracteurs ont-ils raison? Des mesures concrètes sont-elles nécessaires? Ah oui, c'est la tronçonneuse de la bureaucratie. Ça fonctionne pas bien. Pour le sociologue et expert en bureaucratie Paul Duguay, la tronçonneuse n'est pas la solution. Supprimer complètement la bureaucratie nous poserait de gros problèmes. Presque tout dans la vie nécessite une bureaucratie qui fonctionne. De la collecte des ordures aux hôpitaux, la cohabitation sociale ne fonctionne que grâce à la bureaucratie, selon Paul Duguay. La supprimer n'est donc pas envisageable. Notre société est très complexe, et plus une société est complexe, plus il y a de bureaucratie, et non l'inverse. Se rendre dans une administration peut être stressant. Formulaires, règlements, jargon technique. Bonjour, je suis venu remplir une demande d'acte de naissance. Mais pour Paul Duguay, tout cela a un sens. C'est une façon de garantir que tout le monde est traité de manière égale et équitable. Pour qu'une organisation soit efficace et puisse accomplir sa mission, elle a besoin de règles et de ce qu'on appelle la paperasse. Et quand des millions de personnes en dépendent, il faut que tout ça fonctionne correctement. Ce n'est pas comme commander un taxi. L'histoire récente aux États-Unis montre que si on s'attaque à tout ça à la tronçonneuse, on risque de supprimer des services dont les gens ont vraiment besoin. Au cours du second mandat du président américain Donald Trump, des centaines de milliers de fonctionnaires perdent leur emploi. Avec à la clé des prestations sociales retardées, une protection civile réduite et des soins insuffisants pour les anciens combattants. Tout cela au nom d'un État dégraissé. La démocratie, et plus précisément la démocratie représentative, n'est pas forcément la forme de gouvernement la plus économique. Mais l'efficacité, ce n'est pas tant une question d'économie que d'efficience. Un système peut être coûteux et néanmoins extrêmement efficace s'il atteint les objectifs pour lesquels il a été créé. La simplicité n'est donc pas toujours ce qu'il y a de mieux. Une démocratie solide a besoin d'une administration qui fonctionne, afin que tout le monde puisse en profiter. Mais elle doit aussi pouvoir continuer à évoluer. Bien sûr, la bureaucratie peut être allégée et devenir plus intelligente. Elle peut utiliser la technologie, tant qu'elle ne perd pas de vue son objectif initial. C'est pourquoi il convient d'évaluer soigneusement les conséquences de tout changement. Pour Paul Duguay, l'utilisation de la technologie ne signifie pas moins de bureaucratie, comme le réclament certains populistes et ultralibéraux. Il est d'ailleurs certain qu'elle ne disparaîtra jamais complètement. Théoriquement, on pourrait revenir à une situation prémoderne. Mais même dans ce cas, des structures bureaucratiques se reformeraient peu à peu.
Car si un État doit agir rapidement et subvenir aux besoins de nombreux citoyens, que lui faut-il? Une bureaucratie. Depuis des millénaires, la paperasse nous accompagne, que ce soit sous forme de dossiers, de tablettes d'argile ou de rouleaux de bambou. Et elle ne disparaîtra pas de sitôt, car la bureaucratie est le fondement de toute civilisation organisée. Mais elle n'est jamais neutre. Elle reflète toujours les valeurs et les intentions des personnes qui la façonnent et la dirigent. Aujourd'hui, elle doit fonctionner dans un monde où tout est interconnecté. La bureaucratie n'a donc aucune chance de devenir plus simple. Les algorithmes peuvent l'accélérer, mais aussi reproduire les erreurs de ceux qui les programment. Alors peut-être devrait-on viser l'amélioration de la bureaucratie, bien plus que sa disparition, pour le bien de toutes celles et ceux qu'elle est censée servir.